Le guide de l'auto. Cette semaine, Hugues, tu me fais plaisir parce que la Buick Riviera, ça a toujours été pour moi une belle curiosité. Les gens ne réalisent pas à quel point cette voiture-là a été une vitrine technologique pour la marque Buick, même s'il y a eu des années un peu plus creuses que d'autres. Mm-hmm. Voilà ce qui arrive lorsque les designers mélangent les influences américaines et européennes. On se retrouve avec l'un des coupés les plus élégants de l'histoire. Mais pour trouver sa place sur le marché, la nouvelle Riviera aura fort à faire. Ouais, alors parle-nous d'abord du nom Riviera, parce qu'évidemment, on sait que ça ne vient pas de Détroit. La première fois que Buick utilise le nom Riviera est durant le millésime 1949. À ce moment, personne ne peut soupçonner que Buick l'emploiera sans discontinuer pour les 50 prochaines années. Il s'agit du premier coupé hardtop de la marque, cousin des Oldsmobile 98 Holiday et Cadillac Coupe de Ville, basé sur la série Roadmaster et dessiné par un certain Ned Nichols. Ouais. Très exclusive la première année, 4343 exemplaires, la carrosserie hardtop sera étendue à d'autres séries à compter de 1950, en 4 portes et même en familiale. L'apogée est en 1955 où 471 380 Riviera sont construites, ce qui représente 64% de la production totale de la marque. À partir de 1959, Buick revoit sa politique et n'appelait plus cette dénomination que sur la série la plus élevée, l'Electra 225 berline à 6 vitres. Quand vient le temps de lancer un nouveau coupé d'influence européenne, le nom Riviera possède alors tout le cachet nécessaire, puisqu'il fait référence à la Côte d'Azur, si glamour aux yeux des Américains. À ce moment, GM doit quand même gérer un nouveau problème. Oui, et il vient de chez Ford. Lorsque la Thunderbird est introduite en 1955, elle se veut plutôt comme une compétitrice de la Chevrolet Corvette. Mais la direction de Ford, Robert McNamara en tête, sent que le marché pour un cabriolet de place est trop limité. Pour 1958, la T-Bird devient plus luxueuse, est aussi disponible en coupé et reçoit une banquette arrière, la faisant passer à 4 places. Les ventes explosent et passent de 21 380 exemplaires en 1957 à 37 892 en 1958, puis à 67 456 en 1959 et enfin 92 843 en 1960. Chez GM, le vice-président responsable du design, Bill Mitchell, en fonction depuis décembre 1958, après le départ à la retraite de Harley Earl, voit cette situation d'un mauvais œil. La corporation n'a rien à lui opposer directement. La solution vient de Ned Nichols, encore lui, qui propose, courant 1959, un cabrio aux lignes affûtées. La touche finale sera apportée par Mitchell lui-même, qui, en observant une Rolls-Royce dans les rues de Londres, voudra ajouter un toit avec des arêtes similaires. Nichols réalisera une deuxième esquisse, un coupé intégrant l'idée de Mitchell et portant le nom de LaSalle 2. LaSalle était une marque sœur à Cadillac de 1927 à 1940. Ce nom est ressorti des tiroirs car, dans l'esprit de Mitchell, il s'agit d'un produit destiné à Cadillac. En avril 1960, des maquettes pleine grandeur en argile, déjà très proches du produit final, sont fabriquées. Seuls la calandre et les pare-chocs connaîtront encore des évolutions significatives. Le problème des phares sera ardu. Au départ, ils devaient être dissimulés derrière les grilles placées sur les ailes avant. À cause de difficultés de production, ils seront finalement installés, visibles, dans la calandre. L'intérieur est dessiné par George Moon et reprend la partie haute de la planche de bord des Buick pleine grandeur de 1963, mais intègre une console centrale spécifique. Enfin, des variantes à 4 portes et cabriolets seront étudiées, mais rien n'ira plus loin. Et là, GM va organiser une sorte de concours à l'interne? Ouais. Le projet porte le nom interne de XP715. Il est réalisé par un studio de design avancé et n'est encore accolé à aucune marque. Une fois le style achevé, à la grande satisfaction de Mitchell, qui le considérera comme l'un de ses favoris, il est proposé aux 5 divisions automobiles de GM. Cadillac le rejette car la marque vend tout ce qu'elle peut produire et n'a pas besoin d'une ligne supplémentaire. Chevrolet a la même réaction, pour la même raison. Les 3 divisions restantes, Pontiac, Oldsmobile et Buick, se montrent intéressés. Pour les départager, la direction de GM organise une série de présentations marketing. Des 3, Buick est clairement la plus motivée. Il faut dire que depuis la fin des années 50, la marque a perdu de sa superbe en termes de vente et cherche à redorer son blason. Un tel coupé serait un parfait vecteur d'image. Buick est si enthousiaste qu'elle fait appel à son agence de publicité, McCann Erickson, pour préparer sa présentation. Et ça fonctionne. Buick remporte la compétition en avril 1961. Pour Bill Mitchell, c'était de toute façon une chose entendue car elle était la seule division qui ne souhaitait pas toucher au design. Pour le passage à la production, la directive sera la même. Ne pas en modifier les lignes.
Tout au long du développement, Mitchell et son assistant Ed Glowacki s'en assureront. Les délais sont serrés, 1 an et demi, et quelques défis techniques, dont les vitres sans encadrement, feront transpirer les ingénieurs. Mais tout est prêt pour le lancement, le 4 octobre 1962. Alors, ça va être un modèle millésimé 1963. Parle-nous de la voiture en tant que telle. La Riviera repose sur un châssis Buick raccourci, 117 pouces d'empattement contre 126 pour les modèles pleine grandeur. Le V8 de base est le Wildcat 445, 401 pouces cubes, 6,6 litres, 325 chevaux et 445 livres-pieds de couple. T'es sûr que c'est pas le moteur du Silverado dont on parlait tantôt? Ça semble assez puissant quand même. C'est des chiffres qui évoquent. Et le Wildcat 465, donc un 425 pouces cubes, 7 litres, 340 chevaux et 465 livres-pieds de couple, est proposé en option. La seule boîte disponible est une Dynaflow spécifique à Buick, sans vitesse, puisque c'est un convertisseur de coupe spécial qui assure un rapport de réduction variable. Okay. Côté châssis, c'est frein à tambour aux 4 coins, essieu rigide à l'arrière et direction assistée de série. La Riviera est bien équipée pour l'époque, chauffage et dégivre, essuie-glace à 2 vitesses, ensemble fumeur avec cendrier arrière, évidemment, nous sommes dans les années 60, horloge électrique, siège baquet recouvert de vinyle, l'intérieur en cuir est proposé en option, enjoliveur Riviera, moquette épaisse et coffre tapissé avec l'éclairage automatique. Parmi les options, on retrouve les vitres électriques, le volant inclinable, la climatisation et le siège conducteur électrique. Le modèle est offert à $4 333 aux États-Unis et $6 563 au Canada. Afin d'entourer la Riviera d'une aura d'exclusivité, le directeur des ventes de Buick, Roland Withers, décide de limiter la production du millésime 1963 à 40 000 exemplaires, dont seulement 2601 avec le 7 litres. C'est le publiciste Jack Tinker qui créera le dessin du R stylisé, qui sera la marque de fabrique du coupé durant toute sa carrière. Il fait aussi réaliser une campagne de publicité avec des photos extrêmement élégantes, trop élégantes en fait. Le marketing de Buick s'apercevra en effet que les gens ont une impression initiale du modèle trop cossu, voire inachetable. Le ton sera réajusté dans les campagnes suivantes. L'accueil de la presse est plutôt positif. Les performances avec un 0 à 60 000 à l'heure en 8,5 secondes, le freinage et le compromis confort tenue de route sont appréciés, alors que l'instrumentation un peu juste et la direction trop assistée feront l'objet de critiques. Mais le problème ne sera pas résolu. La Thunderbird, pourtant dans sa 3e année sous cette forme, passera tranquillement devant la Buick avec 63 313 exemplaires contre 40 000. Bon, et Buick, pour 1964, procède déjà à des changements assez importants. Effectivement, Buick cherche à corriger l'image de la Riviera en voulant la rendre plus dynamique. Le Wildcat 465 devient le V8 de base, alors qu'un bloc Super Wildcat de 360 chevaux, grâce à 2 carburateurs 4 corps Carter AFB, est offert en option. La boîte Dynaflow est remplacée par une turbo-hydramatique TH400 à 3 rapports et la sellerie en cuir est supprimée. Le R stylisé apparaît aussi sur le capot, alors qu'à l'intérieur, les contrôles de chauffage sont déplacés et une finition en bois est ajoutée. C'est insuffisant face à une Thunderbird renouvelée produite à 92 465 exemplaires. La Riviera, quant à elle, descend à 37 958 exemplaires. 1965 rime avec l'arrivée d'une version plus sportive. C'est là que l'image de la Buick Riviera change un peu. Oui, et le sport, c'est écrit dessus. En effet, la Riviera bénéficie d'une nouvelle option Grand Sport ou GS, qui comprend le V8 Super Wildcat de 360 chevaux, un échappement double, un rapport de pont plus court avec un différentiel à glissement limité et des enjoliveurs spéciaux. Le logo GS sera aussi apposé sur l'intermédiaire Skylark en cours de millésime. Cette option réalisera près de 10% des ventes. Un ensemble suspension, incluant des ressorts et amortisseurs plus fermes, ainsi qu'une direction plus directe, était également disponible. Combinez les deux et vous obtenez une Riviera aussi à l'aise devant un country club que sur une piste d'accélération. Esthétiquement, l'auto subit des changements significatifs. Les phares avant passent enfin sous les grilles des ailes, comme prévu à l'origine. Celles-ci s'ouvrent en deux pour laisser place à la lumière. Les pseudo-prises d'air sur les ailes arrière disparaissent. Pour plusieurs, le millésime 1965 représente la forme la plus épurée de la première génération de Riviera. L'offre mécanique est également revue, alors que le Wildcat 445 redevient la motorisation de base. Les Wildcat 465 et Super Wildcat sont toujours proposés en option. Rien n'y fait et la production baisse encore à 34 586 exemplaires. Mais cela ne décourage pas Buick qui lancera une toute nouvelle génération en 1966. Car il faut dire que la Riviera a bien joué son rôle de véhicule à l'eau et les chiffres de vente de la marque repartent à la hausse.
Le plus bel hommage de la Riviera, ironiquement, ça vient d'Europe. Tout à fait. Le patron de Jaguar, l'homme qui a dessiné la XJ originale, Sir William Lyons, déclarera à son propos que, je cite, « William Mitchell a fait un travail absolument merveilleux, tandis que Sergio Pininfarina, patron du carrossier qui signe les lignes des Ferrari de l'époque, la présentera comme, je cite encore, l'une des plus belles voitures américaines jamais construites. Elle a marqué un retour très impressionnant à la simplicité du design automobile américain. N'oubliez pas que les extravagantes années 50 et leurs ailerons stratosphériques sont encore toutes fraîches dans les mémoires. La Riviera aura d'autres occasions dans les années suivantes de se faire remarquer du monde automobile, mais ceci est une autre histoire. Oui, il y a eu plusieurs générations qui ont fait jaser. Les Bobtail, entre autres, 71, 72. Ma favorite. Oui, c'est ça. Une voiture, moi, j'ai eu la chance de conduire ça avec un, c'est quoi, c'est un 425 pouces cubes? Non, c'est... 454. C'est un 455 pouces cubes. 455 pouces cubes. Et je pense que c'est la voiture que j'ai conduite dans ma vie qui consomme le plus d'essence, toutes catégories confondues. J'avais calculé une moyenne à 27 litres au 100. En roulant tranquillement avec cette voiture-là. Ma Mercury peut faire pire. Hein? Oui, mais enlève le frein à main, ça va être moins pire. Ah oui, c'est une bonne idée. Ah, je vais essayer ça. Au retour, on parle de nos essais de la semaine.